Au final, je vais appointer un peu le stalactite, lui donner son affinage sur la partie tombante. Et puis on finira par couper une petite facette perpendiculaire à l'axe de la pièce, qui sera polie et qui permettra à la lumière donc de se diffuser à l'intérieur du stalactite jusqu'à son extrémité pointue pour créer l'effet recherché. Et puis on va en faire 50 autres et puis on va faire un chandelier. C'est une des pièces déterminantes du début de mes projets de création. J'avais eu l'occasion déjà de faire deux, trois prototypes, deux, trois pièces de plus petite dimension et que j'ai eu l'occasion d'exposer lors d'une expo ici à Yogyakarta par un des propriétaires du restaurant, alors que le projet du restaurant était déjà en cours de réalisation, et ils m'ont soumis le projet de créer un lustre qui sorte de l'ordinaire. Une réalisation qui m'a fait grandir, qui m'a amené à une meilleure compréhension de projets importants d'un point de vue technique et puis volumineux en matière de volume. Et puis encore une fois, ça a été le début d'une visibilité, notamment locale. Pour le moment, c'est quasiment que du matériel de recyclage que j'utilise, que des matières de recyclage. Quand je fais des pièces en laiton plaqué argent, l'argent provient du recyclage de films argentiques. L'aluminium, c'est des roues de voiture. Le verre, c'est du recyclage de grosses industries. Oui, j'aime cette idée de travailler en utilisant le garbage, en utilisant le déchet pour l'anoblir et lui redonner une deuxième vie. Et puis qui plus est, une deuxième vie dans un cadre qui est valorisant pour le déchet. Un jour, ce constructeur, cet architecte chinois est venu me voir et il m'a dit « Julien, tu sais que c'est absolument formidable ?» Alors je lui dis « C'est formidable, effectivement. » Et il me dit « Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. » Et il me dit « Tu as agencé ton lustre de telle manière que selon le feng shui, il est positionné pour faire rentrer les gens et l'argent dans le Bella Vita et pour les empêcher de sortir. C'est une sorte de piège à gens et piège à argent. » C'est la pierre qui m'a appris à tailler. J'ai pas eu de professeur j'ai pas été l'apprenti de quelqu'un. Lorsque j'avais une dizaine d'années, après un réveillon de Noël, avec mon père, on est allé planter le sapin de Noël dans le jardin de la maison de campagne. Et en creusant le trou, mon père est tombé sur une hache polie néolithique, un très bel objet dans une très belle matière. Et je me souviens d'avoir été particulièrement séduit par l'objet. Et de là a commencé à naître cette espèce de lubie d'aller prospecter les champs autour de la maison entre 10 et 14-15 ans. Et j'ai ramassé un peu tout ce que je trouvais en matière de pointes de flèches, de lames, de haches taillées. Et de là est venue instinctivement l'idée de comprendre maintenant comment ces types faisaient ça. Je n'avais pas trop d'idée de quel type de percuteur employer. Donc j'ai tout utilisé, j'ai tout tenté. De la boule de pétanque à la brique, en passant par... j'ai tout tenté, j'ai essayé de percuter avec tout ce que je trouvais. C'est un long travail pour assimiler les règles physiques de fracturation des matières siliceuses. Le verre en est une, le silex en est une autre. On parle de percussion dure quand on utilise la pierre, qui elle a un impact assez net et sec avec la matière, jusqu'à une percussion tendre en employant des matériaux végétaux, un bois dur, le buis en l'occurrence, c'est un buis espagnol, ouais, justement. Le bois de cervidé, le bois de cerf, le bois de renne, le bois de caribou. L'utilisation de ces différents types de percuteurs, de ces différentes matières, répond à des questions de quantité d'énergie à développer dans le matériau, selon la taille des éclats qu'on veut détacher. Celui-là, c'est vraiment mon percuteur Rolls-Royce. Là, l'atelier dans lequel on est, l'atelier qui s'appelle Logam Jaya en l'occurrence, c'était pour la réalisation de ce master, pour le premier lustre que j'ai réalisé. C'est un ami indonésien qui m'a aidé à sourcer les suppliers et les artisans qui sont potentiellement en mesure d'avancer sur mes projets. Et puis on rencontre des gens comme Masmoadi, et c'est un vrai plaisir de collaboration avec un artisan très très spécialisé. Et sans lui, je ferais pas ce genre de pièce. À nouveau, encore une pièce unique, hein, même si les pièces en verre ne sont pas taillées pour le coup. C'est un peu le prototype pour une série qu'on veut un petit peu plus commerciale. Elle part à Dubaï, là, le container va fermer ses portes dans quelques jours. Voilà, donc il va rester la mise en boîte, la fin de l'installation électrique et puis la mise en boîte. Le montage vient d'être fini, normalement il ne va pas y avoir de problème. On touche du bois. Et on en a 3 qui posent un petit problème. Ça doit être la douille de l'ampoule, qui a un faux contact. Donc il y a un peu de jus qui passe dans le corps
dans le corps du lustre, de la pièce. Et puis surtout, l'ampoule ne s'allume pas, quoi. Il y a un court jus en amont. Ah, et voilà la pluie. Bocor sini kalau hujan? Enggak. Kan sini. Bocor. Sini. Tapi di ini enggak? Enggak. Ok. Je leur demande s'il y a une fuite quand il pleut ici, dans cet endroit. Histoire de ne pas faire tout péter avec d'un seul coup 3 litres de flotte qui s'abattent sur le lustre. Et on a celui-là là aussi qui pose problème. L'inspiration du pays fait quelque chose, oui. Surtout cette ville, Yogyakarta. Ça, c'est un phénomène qui est reconnu par pas mal d'artistes ici. Il y a cette espèce de profondeur et d'énergie qui est peut-être liée au volcan. Là, on est sur la pente d'un volcan, on est sur un des volcans les plus actifs au monde, le Merapi. C'est un de ces volcans explosifs. Je suis convaincu que la ville de Yogyakarta m'a inspiré, m'a influencé, m'a dynamisé. Sembako. Lagi ke sini. Oh ya. Tout ce respect que je ressens pour tous ces hommes qui se sont succédés à travailler avec ce matériau siliceux, tout ce respect-là me motive pour créer, pour scénariser ces pièces taillées en verre. C'est la deuxième étape d'une histoire, je pense. Après l'analyse scientifique, j'ai voulu m'abstraire un petit peu de la recherche qui nécessite de ne pas être trop inventif. On commence à être inventif quand on est professeur à l'université pour trouver des nouvelles méthodes d'investigation. J'avais besoin d'être créatif au bout d'un moment. Et j'avais passé tellement d'années à tailler que je voulais montrer la taille pour elle-même et non plus pour ce qu'elle apporte de compréhension en matière d'archéologie et de culture matérielle et de civilisation passée. J'avais envie de montrer l'objet pour son aspect brut et néanmoins tellement sophistiqué. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب